Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 27 juin. Dans cette édition, nous irons au plan d'eau pour parler de Metz-Plage, l'occasion de vous dévoiler quelques détails avant le coup d'envoi du 14 juillet. Transport et éducation, ce sont les thèmes qui ont été abordés lors de la visite de la ministre déléguée Dominique Faure, chargée de la coopération transfrontalière. Et puis nous prendrons la direction de Sainte-Bouze. Vous verrez que le maire de la commune est connu à l'international grâce à son activité professionnelle, éleveur de crevettes. Nuages et éclaircies risquent de s'entremêler dans le ciel de ce mercredi avec des normales de saison côté température, le matin entre 11 et 14 degrés et jusqu'à 27 l'après-midi. Notre invité ce soir est Jean-Michel Brun. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois. Un territoire qui va bouger ce week-end du 1er et 2 juillet avec un rendez-vous culturel, littéraire même, Book In. Et ce sera la 12e édition de l'événement que nous allons détailler ensemble dans quelques minutes. Place à l'actualité. Vous faites peut-être partie de celles et ceux qui attendent avec impatience de faire trempette cet été. Dès le 14 juillet, vous pourrez profiter notamment de Metz-Plage qui revient avec un nouvel aménagement. Envie d'en apprendre davantage, Mathéo Philippe a assisté ce matin pour vous à la conférence de presse organisée par la ville. Du 14 juillet au 15 août, les Mosellans pourront profiter pleinement de Metz-Plage. Et pour cette 15e édition, la municipalité innove en aménageant un bassin de 1000 m² accompagné d'une vraie plage ensablée. La ville espère atteindre la barre des 100 000 visiteurs pendant cette période, soit environ 3500 personnes chaque jour. Grande satisfaction pour la ville de Metz et bien entendu c'est une énorme attente de la part du public. C'est une possibilité aux familles qui ne vont pas en vacances de pouvoir passer un moment fort agréable et sportif chez nous en centre-ville sur notre plan d'eau. Au total, 70 activités seront organisées au cours de l'été. Des terrains multisports, un village enfant, terrain de molki, parasol, transat et sable pour les plus dormeurs. Des zones de loisirs qui ont demandé des investissements. Vous avez le Metz-Plage qui, elle, vaut 379 000 €. Et nous, la plage naturelle, qui est un investissement à moyen et long terme, lui va être de 325 000 €. Alors que l'association Metz Ville d'Eau alerte sur l'existence de métaux lourds sur le plan d'eau, le maire François Grosdidier assure avec fermeté que la qualité de l'eau est optimale pour la baignade, en attestent les études réalisées par l'Agence régionale de santé. De son côté, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, Dominique Faure, s'est déplacée en Moselle ce mardi au centre Pompidou-Metz, plus précisément. Une visite motivée par la coopération transfrontalière sur notre territoire, situé, vous le savez, à un carrefour entre le Luxembourg et l'Allemagne. Le président du département et le maire de Metz l'ont accueilli justement. L'occasion de faire le point sur la nouvelle feuille de route. Léa, bonsoir, vous étiez sur place. Cette visite était attendue. C'était en effet une visite très attendue ici à Metz, au centre Pompidou, pour tous les travailleurs transfrontaliers, puisque je le rappelle, ce sont 100 000 travailleurs qui chaque jour traversent la frontière pour se rendre au travail, faisant de la Moselle le 2e département français en matière de travailleurs frontaliers. La ministre a annoncé cet après-midi la création d'un comité interministériel censé aider et structurer les territoires pour évoluer ensemble. On écoute tout de suite la ministre. Malheureusement, je ne peux pas vous dire que tout de suite, là maintenant, sur le trajet domicile-travail, par exemple avec le Luxembourg, qui je sais est un vrai sujet pour monsieur le maire de Metz et tous les habitants de la Moselle, pas de solution là maintenant concrète. Par contre, on se met en ordre de marche, l'État, les collectivités locales, pour essayer d'avancer ensemble de façon structurée. Des mesures jugées pas assez concrètes, mais une prise de conscience de l'État qui va dans le sens des collectivités. Pour ces dernières, plusieurs axes sont à améliorer, notamment en matière d'éducation et de transport. On écoute tout de suite le président du département, Patrick Weyten, et le président de l'Eurométropole de Metz, François Grosdidier.
Là, pour ramener les voyageurs par le train à 24 000 places par jour, il nous faut encore 400 millions de réinvestissement. 200 sont à peu près assurés, 200 ne le sont pas. Et pour l'instant, il manque quoi? De l'engagement de l'État sur un quart, il y aura la région sur un quart, et le Luxembourg est prêt à faire la moitié. L'apprentissage de la langue du voisin, c'est aussi travailler avec le Luxembourg, puisque le Luxembourg privilégie aujourd'hui l'apprentissage et la pratique du luxembourgeois. Donc on s'est engagé dans cette démarche. Ça fait 12 ans que je porte le projet de création d'un collège franco-luxembourgeois à Audaltiche, puisque nous devons reconstruire Audaltiche, qui est aujourd'hui un collège métallique, qui est en fin de vie. Donc nous avons mobilisé les moyens de près de 20 millions d'euros pour reconstruire le collège de Deltige. C'était donc la première étape de l'Assemblée générale de la mission opérationnelle transfrontalière qui dure 2 jours et qui se poursuivra dès demain à Sarrebruck. Merci beaucoup Léa pour ce résumé. Merci à Jérémy Faurobert pour les images. En matière de harcèlement, les élus et les forces de l'ordre n'ont pas fini de sensibiliser le grand public. Tôt ce matin, en gare de Forbach, une opération de tractage a été réalisée en présence de Bruno Charlot, sous-préfet de Forbach-Boulay-Moselle, avec en ligne de mire la sécurité des femmes dans les transports. C'est un reportage de nos confrères de TV8. Pour que le harcèlement ne monte plus à bord des trains français, nous devons agir. C'est le message que veut faire passer la SNCF pour sensibiliser la population au harcèlement dans les transports en commun. Ce matin, dans le cadre d'une expérimentation au sein de 3 gares du Grand Est, ont été distribués des flyers renseignant sur l'importance d'éliminer le harcèlement à bord des trains du réseau. Aujourd'hui, on est en gare de Forbach. C'est une opération de communication qui a été initiée par la région Grand Est, où on vient parler du harcèlement auprès des femmes. Alors, c'est un dispositif qu'on connaît, on prend des dispositifs existants chez nous, SNCF, notamment le 3117 qui est notre plateforme qui permet de solliciter en cas d'acte de malveillance. Tout le monde peut intervenir, interagir, hommes, femmes, et qu'il ne faut rien laisser passer justement. Donc on est là pour affirmer ça. C'est une opération qu'on mène en commun avec la région, la préfecture, et puis comme vous avez pu le voir en gare avant, gendarmerie, police nationale. Je rappelle d'ailleurs qu'une loi de 2018 a créé l'infraction de harcèlement sexiste, qui est aujourd'hui punie d'une contravention de 5e classe, et même dans certains cas, elle peut être considérée comme un délit. Mais on se rend bien compte que le phénomène est d'ampleur. Énormément de femmes, 80% de femmes, ont déjà été victimes de faits qui relèvent de harcèlement. Et donc l'idée ici consiste à renforcer la prévention. Mais l'important, c'est quand même de les alerter sur le sujet pour les femmes, leur dire les moyens qui existent pour se défendre face au harcèlement et notamment pour le dénoncer. Mais il faut aussi sensibiliser les témoins. Pour cette campagne de sensibilisation, un numéro est mis en service à la population, le 3117. Vous pouvez appeler ce numéro 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour dénoncer un acte de harcèlement commis sur vous ou sur autrui ou pour tout acte qui pourrait mettre en danger la vie des voyageurs. Pour la suite, on va parler savoir-faire mosellan qui s'exporte et recyclerie dans la chronique du jour. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz, Moselle sans limite et les fonds d'investissement lorrains ILP. L'artisan joaillier horloger Alexandre Bianchi s'apprête à dépasser les frontières de la Moselle le temps d'un week-end parisien les 1er et 2 juillet. En effet, la marque a été sélectionnée parmi plus de 2400 dossiers par l'Élysée pour la grande exposition du fabriqué en France 2023. À cette occasion, il ramènera avec lui une montre confectionnée en 2006, laissant apparaître un mécanisme rempli de symboles, comme il l'explique ici au micro de Mathéo Philippe. Qui est une pièce sur le thème de l'Europe, donc je trouvais que c'était vraiment en harmonie avec les valeurs de l'instant. Ici, vous avez un arc en argent massif qui permet de donner cette fameuse dynamique et cet élan sur lequel est posé, donc cette pièce-là est posée sur une des marches que l'on gravit jusqu'à l'évolution et jusqu'à l'arrivée donc de la mécanique. Et vous avez donc cette mécanique qui est comme suspendue entre ces deux sphères en vermeil. Et vous avez vraiment tout le mécanisme qui est entièrement squeletté. Donc ça, c'est une particularité de mon papa qui, dès son plus jeune âge, a découpé
des différentes mécaniques, différents mécanismes. Et ici, vous avez l'histoire de l'Europe, en tout cas l'histoire de la fondation de l'Europe. Donc vous avez 1957 qui est vraiment en tout chiffre à l'avant de la mécanique, avec son nom Unispexis qui veut dire Uni pour la paix. Et à l'arrière de la mécanique, vous avez en fin de compte les 6 pays fondateurs de cette grande idée de l'Europe. Mais ce n'est pas la première fois qu'Alexandre Bianchi est invité à l'Élysée. Il y a une vingtaine d'années, en tant que jeune étudiant, il avait rencontré Chirac et apporté une pince à cravate faite sur mesure. Direction Lutzelbourg maintenant, où un atelier a pris place au pôle Conzette, un endroit où la seconde main est mise à l'honneur et où les vieux objets s'offrent une seconde vie grâce à quelques petites rénovations. Une démarche à la fois économique mais également éco-responsable et qui nous prouve que le vintage est plus que jamais tendance. C'est un reportage de Léa Riffaut. Bibelots, vélos, meubles ou encore accessoires sont quelques-uns des objets qui composent l'atelier des curieux, un endroit où le temps semble s'être arrêté et où petits et grands se retrouvent à la découverte de trésors. Une recyclerie d'objets qui a pris place dans les locaux d'une ancienne usine d'agrafes de Lutzelbourg et qui est née de la collaboration de 3 associés qui dénichent avec soin les objets présentés. On sait que là, on a des meubles qui ont une histoire, qui ont été réalisés avec goût, avec soin, avec un vrai savoir-faire. À l'atelier, ce qu'on aime aussi, c'est donner une seconde vie et un second souffle aux meubles qui, pour certains et pour la plupart d'ailleurs, sont voués à être détruits. Une seconde vie qui apparaît comme une évidence pour ces passionnés, comme un retour aux choses simples, à travers ce lieu insolite, mais pour autant intergénérationnel. C'est aussi un rendez-vous des familles. On peut avoir plusieurs générations et c'est toujours sympa d'entendre le grand-père ou l'arrière-grand-père qui raconte de mon temps, c'était. Et puis, on essaie de créer un petit peu des petits espaces où on va cacher pour inciter aussi le visiteur à être curieux et dénicher les trésors, peut-être l'article qu'il ne recherche pas, mais ça sera le petit produit qui ira bien pour finaliser la déco de sa maison. Mais bien plus qu'une simple recyclerie, l'atelier des curieux évolue dans une volonté de promouvoir l'artisanat local, en collaborant avec plusieurs commerçants de proximité. Ainsi, vaisselle, bougies et mobilier sur mesure se fondent à merveille dans cette curieuse boutique aux allures de caverne d'Ali Baba. Saviez-vous que l'un des éleveurs de crevettes les plus connus d'Europe n'est autre que le maire de la petite commune de Cinq-Bouzes? Nicolas Reich vend et exporte dans le monde entier. Il vient de rentrer justement d'un des plus grands concours internationaux aux États-Unis. C'est un portrait signé Jonathan Vaucher. Cinq-Bouzes, village de 1800 habitants, une église du XVIIIe siècle et un nom connu à l'international. Son maire, Nicolas Reich, 42 ans, est éleveur de crevettes. Je ne sais pas si vous voyez, une crevette qui vient au monde, ça fait même pas 1 mm. Donc là, bon, avec votre zoom, vous ne le voyez pas, mais j'attrape les petits là. Mais c'est vraiment pas grand, quoi. Chaque crevette, chaque dessin couleur, en fait, a un prix sur le marché. Et donc, après, ça dépend toujours de toutes les bourses. Moi, je vends ça et j'exporte partout dans le monde. D'accord, ça peut aller aussi bien en Afrique du Sud qu'aux États-Unis, qu'en Asie et en Europe en général. Donc après, je peux vous montrer des exemples. Donc ça, c'est des petites crevettes qui ont les yeux orange. Elles sont bleues nuit. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. Adultes, ça fait environ 4 cm. Ici, il y a à peu près 200-250 bébés. Chez lui, 235 aquariums de crevettes d'eau douce, jusqu'à plus de 100 000 caridina originaires d'Asie. Une espèce qui se revend de 2 à 1 000 euros à des particuliers ou des professionnels. Soit des revendeurs directement de crevettes, certains magasins en France et un peu partout dans le monde, ou aussi à des personnes qui installent des aquariums, par exemple chez des médecins, chez des dentistes. Passionné d'aquariophilie depuis l'âge de 11 ans, ce n'est qu'en 2008 qu'il découvre l'élevage de crevettes. Depuis, ce sont des millions d'invertébrés qui sont passés dans ces aquariums, jusqu'à créer, à force de reproduction et de sélection, des espèces uniques. Cette crevette-là, qui est une crevette, on appelle ça une Caridina serrata. La particularité des femelles, c'est d'avoir une ligne dorsale sur le dos, d'accord, une bande jaune comme ça sur le dos. C'est une crevette que vous trouvez de ça dans la nature. J'ai pris des femelles comme ça que j'ai mis avec des mâles comme ça, toutes rouges. J'ai fait ça sur 3 générations pour au final obtenir des rouges avec la bande jaune sur le dessus. Les gens se passionnent pour ces petits animaux qui ne sont pas si faciles que ça à élever.
parce que tout ça, ça nécessite des paramètres d'eau bien spécifiques. C'est pas de l'eau du robinet, c'est de l'eau qu'on déminéralise complètement en osmose l'eau, et après on rajoute nous-mêmes les sels minéraux qui a pour but de reproduire leurs conditions de vie à l'état sauvage. Depuis 2017, Nicolas Reich en a fait son activité principale, mais cela ne l'a pas empêché d'être en plus élu en octobre 2022 maire de sa commune. Depuis plus de 10 ans, ces animaux ont gagné des prix dans plusieurs concours. L'éleveur est même devenu membre du jury aux USA, en Chine ou en Allemagne. Un maire reconnu pour ses crevettes dans le monde entier, mais aussi par ses plus jeunes administrés. Si vous êtes danseur licencié dans un club en Moselle, il vous reste quelques jours pour répondre à l'appel à projet du département. Jusqu'au 1er juillet, vous pouvez encore envoyer une vidéo de 57 secondes pour proposer une chorégraphie de type flash mob. Ensuite, vous serez peut-être sélectionné pour créer Célébration 57, la danse officielle de la Moselle pour tous les événements et les animations autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site du département www.moselle.fr. Vous y découvrirez tous les détails pour déposer votre candidature. Le jury doit d'ailleurs se réunir le 2 juillet. Et puis en handball, le tirage au sort de la Ligue des champions féminines s'est tenu ce mardi. On connaît désormais les adversaires de Metz Handball. Le club sacré pour la 25e fois champion de France va affronter Team Esbjerg et le champion en titre Vipers Kristiansand en Ligue des champions féminines pour la saison 2023-2024. Éliminé par Budapest, rappelez-vous, cette année en quart de finale, les filles d'Emmanuel Mayonnaud auront à cœur d'accrocher un Final Four pour la saison prochaine. Pour cela, il faudra donc passer par la poule, composée également du club roumain du Rapid Bucarest et le finaliste de 2023, le FTC Rai Cargo Hungaria. Je vous rappelle donc que les premiers matchs se joueront le 9 septembre 2023. Et pour la suite, on va parler livres et événements culturels avec notre invité du jour. Jean-Michel Brun, bonsoir. Les 1er et 2 juillet vont se tenir les salons Bookin à Boulay, un événement qui rassemble une centaine d'auteurs. Alors expliquez-nous un petit peu plus précisément, ce sont quel type d'auteurs? Alors effectivement, 106 très exactement, qui seront présents à Boulay pendant ce week-end du 1er et du 2 juillet, des auteurs qui viennent de toute la France. Beaucoup d'auteurs locaux, bien sûr, des auteurs mosellans, des auteurs du Grand Est, mais aussi énormément d'auteurs qui viennent de toute la France, qui fréquentent déjà, pour certains, depuis plusieurs années, ce salon. Alors, quel est l'objectif finalement pour les habitants de se déplacer? Il y aura des séances de dédicaces, des animations particulières avec ces auteurs? Alors effectivement, ce salon, c'est l'événement culturel de l'année pour notre communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois. Puisque c'est une opération qui associe à la fois les écoles, les collèges, mais également les associations culturelles, historiques, celles qui défendent le patrimoine et l'identité de notre territoire. Avec pour marraine cette année, Sarah Barouk. Pouvez-vous nous parler d'elle plus en détail? Alors Sarah Barouk, nous l'avons rencontrée tout récemment puisqu'elle est venue au collège de Boulay présenter son dernier ouvrage et en même temps elle a rencontré des élèves de 4e pour parler des problèmes du féminicide et du harcèlement au détriment des femmes. Et elle vient donc présenter son dernier ouvrage qui est 125 et des milliers, un ouvrage qu'elle a rédigé de manière collective avec 125 personnalités qui ont chacune rendu hommage à des victimes de féminicide. Mais Sarah Baruch, c'est quelqu'un qui a déjà écrit plusieurs ouvrages précédemment et qui avait commencé au préalable une carrière dans la production audiovisuelle. Alors il sera aussi question d'un espace littérature jeunesse, vous l'avez dit, en partenariat avec pas mal d'écoles. On dit souvent que les jeunes et la lecture, ça ne se marie pas très bien. Alors comment faire pour les faire aimer justement ça? On essaye depuis 12 ans d'apporter la démonstration du contraire. Le salon avait pour vocation de faire connaître mieux l'écriture et la lecture. Et c'est la raison pour laquelle, dès l'origine, nous avons voulu associer les auteurs avec le travail qui peut être fait par les enseignants en milieu scolaire. Et donc nous avons développé, tout au long des semaines qui précèdent l'organisation de ce salon, un certain nombre d'actions en collaboration avec les auteurs. Je peux vous en citer quelques-unes. Il y a par exemple la réalisation dans une action qui s'appelle Auteurs en herbe par des enfants qui réalisent dans des écoles un livre. Une illustratrice vient et les accompagne pour réaliser. Et ils seront dimanche sur le salon pour dédicacer comme des auteurs du grand public.
Et nous avons également un prix jeunesse qui est issu d'un vote qui a été réalisé par des élèves plus de 200 élèves des classes élémentaires de notre territoire qui ont lu plusieurs ouvrages et qui ont choisi l'ouvrage qu'ils appréciaient le plus. Donc ils sont finalement acteurs, plus que passifs. Tout à fait. Alors Bookin, c'est aussi un programme varié d'animation. Oui. Est-ce qu'il y aura des concerts par exemple ou d'autres animations, spectacles de rue? Tout à fait, c'est une animation, c'est un événement culturel aussi, littéraire bien sûr, mais aussi culturel, qui offre une véritable vitrine à de nombreuses associations qui œuvrent dans le domaine de la musique, qui œuvrent dans le domaine de la danse, du théâtre, de l'expression, les associations identitaires, patriotiques, historiques, patrimoine sont présentes et montrent leurs travaux. Et puis il y a l'école de musique et de danse de Boulay qui est sur scène. Les élèves de nos écoles aussi sont sur scène, présentent de petites scénettes ou des chants. Enfin, il y a aussi des troupes qui déambulent dans les rues. Il y a un spectacle d'art vivant en permanence. Donc tout le centre-ville est animé pendant 48 heures autour de la tente dans laquelle se trouvent les auteurs. Vous l'avez dit il y a quelques instants, c'est la 12e édition. Aujourd'hui, vous avez peut-être un petit peu de recul pour parler de cet événement-là. Comment est-ce que vous expliquez son succès ? Eh bien, je pense que c'est parce que c'est un travail qui est partagé et qui est construit, co-construit. Construit par la communauté de communes, le réseau des bibliothèques qui est animé par la communauté de communes, par les associations et puis par les écoles. Nous avons le soutien de l'éducation nationale, nous avons le soutien des responsables de collèges et nous avons un certain nombre d'associations qui sont des associations comme l'école de musique et de danse de Boulay, des troupes théâtrales. Tout ce petit monde participe et partage la même ambition, c'est de faire vivre à un moment donné, pendant un week-end, un territoire et de montrer de quoi il est capable. Alors on va quand même rappeler les informations pratiques. Ça sera donc le 1er juillet, samedi, et le dimanche 2 juillet. Rendez-vous place de la République. Ce week-end, donc, l'entrée est libre. Et vous l'avez dit, il y aura pas mal d'animations au centre-ville. Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt. Et on va terminer avec ces images du grand concert de restitution donné samedi dernier à la Philharmonie de Paris par les orchestres d'Emos, Moselle Nord et Moselle Est, des orchestres portés par l'Orchestral National de Metz Grand Est et de la Cité Musicale et constitués de près de 200 enfants âgés de 7 à 12 ans. Qui ont intégré le dispositif d'Emos il y a 3 ans déjà. Objectif, offrir aux enfants des quartiers relevant de la politique de la ville ou des zones rurales insuffisamment dotées en institutions culturelles, l'accès à la musique classique par la pratique instrumentale en orchestre. 3 ans plus tard, les voilà sur la scène de la Philharmonie de Paris et c'est une réussite. Écoutez. Bravo à eux. Et pour en savoir plus sur ce grand concert d'Emos et vivre les coulisses de cette journée, Alicia Hiblot vous donne rendez-vous pour une boîte à malice spéciale mercredi 12 juillet à 19h et sur notre site internet moselle.tv. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour la suite de votre programme. Retrouvez Mathieu Anquinet pour un nouveau Moselle Sport. Et puis Valentin Piovesan sera également de la partie pour l'émission 100% Jeunesse. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.